enchanté encore que vous êtes en train. Vous avez quelque chose à ajouter? J'ai oublié de vous remercier parce que vous m'avez épargné de refaire et d'entrer dans le détail des mesures fiscales phares de la loi de finances 2025. Merci. C'était une présentation concise et précise et bien détaillée. Merci. Merci beaucoup. Dans tous les cas, nous sommes une famille et l'enjeu vient là où Inch'Allah l'intérêt du Maroc. Ce que j'ai compris avec Nana avec gagnant-gagnant et pour l'intérêt du Vietnam. D'ailleurs, le corridor entre la CGM et à la Direction générale des impôts, il y a un travail, on ne travaille pas uniquement sur la période fiscale de la loi de finances, mais sincèrement, maintenant pour 2026, l'équipe commission fiscalité CGM est en train de travailler maintenant pour l'année prochaine. Raison pour laquelle on doit continuer à faire ces rencontres pour encore, Inch'Allah, aller plus loin. Et éventuellement, on va entendre le volet académique. Le volet académique qui est carré, c'est-à-dire des questions celles-là. On va des questions. C'est-à-dire Fadel. Donc, certes qu'avec l'académie, bien sûr, on va explorer encore ou les double-cliquer sur les recommandations, les doléances qu'on va collecter. Ou rien, il faut les mesures déjà dans la loi de finances parce qu'on doit capitaliser ce qu'on est en train de discuter pour aller plus loin sur les années prochaines. Qui m'égale Oustad Fadel, notre directeur des impôts, on ne va pas s'arrêter là. On va encore vivre avec les changements que la société est en train d'entreprendre. Et on va qui m'égale Oustad Fadel, on est ensemble contre l'informel. Là, on est contre l'informel parce que c'est le concert de notre tissu économique ou quelque chose d'autre. L'informel, c'est de notre famille. C'est tout un travail à faire. Je vais contribuer, j'ai besoin de la contrepartie au service public. Ça ferait une Oustad. Donc, monsieur Tawar, l'Oustad Diena, le Fadel, les mesures dans le cadre de renforcement de l'État social. هذا هو لو بوان غيسك سؤال سهل ما تعرفش حيت مازال دابا عندي الدكتوراه في الكليه الله يديرها مزيان ما تعرف وقتي تجي. Merci cher ami monsieur le directeur de la CGM. Je suis président. Président directeur général donc mes chers collègues, les invités qui sont parmi nous, monsieur le directeur des impôts du BIDA, messieurs les experts comptables, honorable assistance. Donc, je n'ai pas l'habitude de parler assis, donc vous allez m'excuser, je vais me mettre debout pour pouvoir. Mais vous êtes habillé à des amphis. Oui. Mais je ne resterai pas sur place tout le temps. On parle de combattre l'informel et toutes ces mesures fiscales qui sont reprises dans la loi de finances de 2025 et qui surtout suivent les recommandations des assises qui se sont tenues à Bosneka en 2019. Donc on est en train d'avancer dans un chantier qui est très lent, même si on a essayé d'accélérer la cadence avec les fameuses réformes de 23, 24 et 25. Également avec les différentes amnisties fiscales qui ont été faites ces 3 dernières années. Également, c'était dans la loi de finances 2024, l'amnistie sur les avoirs et les biens à l'étranger. Donc ça également, c'était une action pour essayer d'attirer un maximum de contribuables hésitants, parce que c'est vrai que l'impôt, dans sa définition générale, c'est un prélèvement qui est obligatoire, sans contrepartie directe. C'est la formule qu'on a essayé d'enseigner tout le temps. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une nuance. La contrepartie, elle est là, mais elle est indirecte. C'est par le biais des infrastructures, des établissements qui sont construits par-ci, par-là. Et là, ça doit nous pousser à avoir une sorte de civisme fiscal. Nous devons contribuer à financer l'État, parce que l'impôt, à quoi il va servir en fin de compte? À financer tous les différents services de l'État, les différentes missions.
Donc, lorsque l'école est gratuite, c'est pas pour rien. Il y a des fonds qui sont derrière, il y a des ressources humaines qui sont rémunérées, des bâtiments qui sont construits, entretenus tout au long d'une longue période. On parle de plusieurs décennies. Si on prend juste depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y avait la construction de pas mal de choses que les gens n'arrivent pas à saisir. Il y avait la construction des barrages, des routes, des autoroutes, des universités, des écoles, des CHU. Cette année, il va y avoir 3 CHU qui seront réalisés d'ici le mois d'avril. Il va y avoir également la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires. Tout ceci, ça nécessite des fonds. Donc la loi de finances, c'est pas seulement un document qui est chiffré, qui est là juste pour nous mettre la poudre aux yeux, pour nous donner plein de chiffres qui vont nous perturber. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi de finances est en fin de compte le bras financier du gouvernement. C'est à travers cette loi de finances qu'il va essayer de concrétiser son programme gouvernemental et ses promesses électorales. Parce que comment peut-on évaluer le travail d'un gouvernement? C'est par le biais des différentes politiques qu'il va mettre en place. Ces politiques-là, ils doivent être financées. Et pourquoi c'est annuel? À chaque fois, on parle de loi de finances de façon annuelle. C'est tout simplement parce que c'est une autorisation qui est donnée par le Parlement. Donc, lorsque le Parlement vote, c'est pas un simple vote. C'est une autorisation. Autorisation pour effectuer des dépenses et autorisation pour collecter de l'argent, des impôts, des taxes, etc. Pardon. Cette loi de finances de 2025, elle est assez spéciale parce qu'elle s'inscrit dans un contexte national et international qui est très difficile. Nous avons la flambée des matières premières, nous avons des guerres par-ci, par-là. Ça va impacter le prix plutôt du baril du pétrole. Parmi les hypothèses de la loi de finances de 2025, ils l'ont situé à $80. On croise les doigts pour que ça continue jusqu'à la fin de l'année sans qu'il y ait une hausse du prix de baril. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, etc., c'est pas vraiment très optimiste comme scénario. Mais toutefois, il y a des indices qui montrent que le Maroc, il est en plein essor, qu'il va avancer, et nous avons plusieurs atouts. Nous avons, dans un court terme, l'organisation de la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est déjà quelque chose qui est très importante, parce qu'il va y avoir une arrivée des différents supporters des différentes nations africaines. Ça va relancer le tourisme, ça va créer de l'emploi. La construction des différents terrains, leur réaménagement, etc., ça va permettre également de créer de l'emploi. Parce que créer de l'emploi, ce n'est pas une tâche facile. On est aujourd'hui à un taux de chômage de 13,3%. C'est un chiffre qui est alarmant. Mais il ne faut pas oublier l'effort qui est derrière. Nous avons beaucoup de diplômés. Est-ce qu'ils vont travailler tous dans l'administration? La tendance générale dans le monde entier, c'est qu'on recrute moins dans la fonction publique. C'est le secteur privé qui prend le relais. Avec les différentes mesures qui ont été annoncées, donc ça doit normalement stimuler le recrutement dans le secteur privé. Mais qu'en est-il des non-diplômés? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Parce que les gens, et là j'ai essayé de reprendre ce qui se passe dans la rue, dans les journaux, dans les réseaux sociaux, c'est que l'État investit, mais on ne voit rien du tout. Si vous ne voyez rien du tout, c'est qu'il faut descendre dans le terrain pour voir ce qui se passe. Ces investissements, c'est une source de création d'emplois pour les travailleurs non diplômés. Parce que les différents chantiers, lorsqu'on est en train de faire le voyage de Rabat jusqu'à Marrakech, là vous voyez que dans l'autoroute, il y a plusieurs travaux. Qui travaillent? Est-ce que ce sont tous des diplômés? Non, ce sont des journaliers. Donc, là, ce genre d'investissement en infrastructure permet la création d'emplois pour cette catégorie de la population qui est généralement oubliée. Et
il en va de même pour la construction des terrains et les autres types d'infrastructures. Donc, plutôt en suivant les hautes instructions royales de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, l'État met l'accent depuis une dizaine d'années sur l'État social. Donc, on essaie de mettre l'accent sur le volet social parce qu'il a été dispersé dans les différentes politiques publiques et on le voit dans la structure même des différents ministères, c'est que chaque ministère possède une division, une direction qui va s'occuper d'un certain nombre de projets sociaux. Donc, il faut essayer de rassembler tout ça sous une même coupe pour essayer d'être plus efficace. Donc, cet État social, c'est quelque chose qui a porté ses fruits, qui a donné des prémices l'année dernière avec ces aides directes qui ont été octroyées. Donc, ça a touché, si je me rappelle bien, donc je vais essayer de revenir aux notes, c'est 3,8 millions de familles. Donc, c'est à peu près, comment dirais-je, une enveloppe globale de 26 milliards de dirhams. Donc, c'est quelque chose de très consistant. Si vous voyez ce chiffre et vous le comparez avec l'enveloppe budgétaire qui a été accordée à la caisse de compensation. Nous avons ici 26 milliards et pour la caisse de compensation pour 2025, c'est 16 milliards de dirhams. Donc, ça montre qu'il y a une relation plus d'efficacité, sachant que la caisse de compensation en 2012, elle a atteint 68 milliards de dirhams. Alors, regardez le gap qu'on a dépassé avec les différentes mesures qui ont été entreprises. Donc, dans les différents secteurs qui font partie du social, nous avons le secteur de la santé. Donc, avec la couverture médicale, avec également la réhabilitation des différents centres régionaux, les CHU également qui ont été construits et d'ailleurs, à Rabat, il y a le CHU de Messina qui a été totalement métamorphosé et ça va permettre de garantir une offre de santé qui est plus équitable et plus large. Nous avons également le secteur de l'éducation avec la réhabilitation et la construction de plusieurs écoles, lycées, collèges et même des universités. Et on va toucher même la zone du Sud. Donc, on va y avoir un centre hospitalier universitaire à Kulmim et un autre qui va voir le jour à Dakhla. Et ça va essayer de limiter ces disparités sociales qui existaient au niveau du Maroc entre le nord, le sud, le milieu, etc. Donc, on essaie de toucher un maximum de régions géographiques parce que le budget, il est là. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on fait le calcul des différentes enveloppes budgétaires qui ont été accordées au secteur social, c'est l'équivalent de 10% du PIB. On ne peut pas la fixer directement, mais à travers ces différentes politiques, l'enveloppe globale qui est destinée au secteur social, c'est 10% du PIB. Ça veut dire que l'État fait suffisamment d'efforts et essaie de toucher le maximum de population, qu'elle soit vulnérable, diminuée ou même pour la classe moyenne. Bien sûr, on ne va pas être d'accord sur tout, parce qu'il y a également un certain nombre de, comment dirais-je, si on prend juste la fiscalité, on essaie d'élargir la base imposable, bien l'assiette fiscale, mais à chaque fois, on tombe dans le même problème, c'est qu'il y a un secteur informel qu'on ne peut pas réguler. Il y a également, comme l'a dit M. le directeur tout à l'heure, des activités qui sont très fructueuses, comme les vendeurs de factures, qui n'est pas répertoriée, elle doit être soumise à la TVA peut-être. La TVA ou bien l'IS, ou bien les deux à la fois. Les deux à la fois. Oui, bien sûr. Et là, ça rentre aussi dans le chantier qui a été lancé par les différents gouvernements, et surtout le gouvernement de Arnouch dernièrement, parce qu'il était obligé de respecter le calendrier de Maroc 2030 concernant la transformation digitale de l'administration. Donc, en 2025, il va y avoir l'entrée en vigueur de la signature électronique obligatoire pour l'administration. Donc, toutes les administrations doivent se mettre à niveau parce qu'on a laissé un certain, je crois, 3 ans
un délai pour qu'ils essayent de se transformer, de s'adapter. Mais à partir du janvier 2025, là c'est fini, il doit y avoir cette signature électronique pour faciliter l'échange. La direction des impôts elle est très avancée dans ce domaine parce qu'elle a entamé ce chantier avec le simple CPE, avec la télédéclaration, etc. Et il y a également la douane, qui est également le concurrent de la DGI. Mais cette année-là, il va y avoir toutes les administrations qui doivent suivre le mouvement. Ils seront obligés de s'aligner avec cette nouvelle politique. Le but de tout ça, c'est que nous puissions être à la hauteur des différentes opportunités qui se présentent. Nous avons le mondial de 2030, c'est un chantier qui est énorme et c'est un chantier qui est coûteux. On ne peut pas laisser passer cette occasion parce qu'il faut se rappeler qu'en 1982, l'Espagne a décollé grâce au mondial de 82. Donc l'infrastructure qu'on voit aujourd'hui en Espagne, c'est je crois à 60%, 50%, a été réalisée en 1982 lorsqu'elle a organisé le mondial pour la première fois. Donc c'est un événement qui va avoir un impact sur tous les plans, sur le plan touristique, infrastructure, économique, création d'emplois, tout ce que vous voulez. Et espérons que tout le monde suit le mouvement. La CGM a pris l'initiative d'organiser cette rencontre pour essayer de parler juste de la loi de finances de 2025, mais là, indirectement, on est inscrit dans un processus qui va se terminer en 2030. Et les chantiers sont ouverts de partout. Donc, que ce soit pour la digitalisation, que ce soit pour le social, que ce soit pour les différents secteurs. Donc, heureusement, c'est que je vois, il y a un public qui est très jeune, certainement des étudiants, des personnes intéressées par le domaine. Et là, ça montre que le mazal khalqdan, c'est que nous avons, ici au Maroc, la matière première pour aller le plus loin possible. Désolé parce qu'il y a des choses. Nous sommes désolés parce qu'on est pris par le temps. C'est très intéressant, mais on va essayer d'aller. On va. Bien reçu, Mustafa. Ça fait, on va. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On va laisser peut-être l'occasion au débat, pour les questions, pour essayer d'éclaircir. Si vous avez bien sûr des questions, on va essayer de les éclaircir au fur et à mesure. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention. Et